Bienvenue dans ce livre spécial qui est une carte blanche donnée aux étudiants de Master 2 de recherche et création littéraire de l'Université de Versailles-Saint-Quentin qui vont nous parler des livres qu'ils ont choisi de mettre à l'honneur avec Rania Nui, bonjour. Vous êtes donc étudiante en Master 2, hein, voilà. Ambre de Benet, bonjour. Bonjour. Et puis Lilian Lemarchand, bonjour. Alors, on se connaît bien maintenant, ça fait 3 fois. 3 fois quand même, oui. J'habite ici pratiquement. Qu'on fait des émissions ensemble, donc l'habitude c'est la 2e fois, donc nous sommes des habitués. On va parler peut-être un instant, parce que vous les présenterez plus avant, ensuite des livres que vous avez choisis, mais comment s'est fait le choix, Rania? Vous allez nous parler d'un roman qui s'appelle Où passe l'aiguille. Comment s'est fait ce choix? C'était un roman que vous avez étudié dans vos études, que vous avez choisi Alors, ce choix s'est fait en 2 parties. C'était d'abord un cadeau de ma mère. D'accord. Oui, et ensuite, je l'ai relu récemment grâce au séminaire de Madame Barjonnet qui était sur les récits d'enquête. Donc, ça m'a rappelé la joie que j'avais eue en lisant ce livre. Oui, et je l'ai relu et donc j'ai voulu en parler. D'accord. Ambre de Benet. Oui, moi, c'est en fait un choix coup de cœur. J'ai découvert ce livre quand j'étais au lycée et ça a été un coup de foudre pour moi, un cri déchirant. Il ne vous a pas quitté depuis le et il ne m'a lycée. pas quitté, je l'ai relu de nombreuses fois. Il faut dire qu'on verra tout à l'heure. Ça s'appelle le pavillon des enfants fous. Et on verra, oui, que c'est une histoire d'abord réelle et qui est très, très forte, quoi. Mais cela dit, Où passe l'aiguille aussi, c'est une histoire extrêmement forte. Et puis, Lilian, alors, vous avez choisi La plus secrète des mémoires des hommes, qui a eu le prix Goncourt, c'était en quoi, 2021 exactement. C'est ça, hein? Et je l'ai lu cette année-là, justement, aussi. Et c'était, pour moi aussi, un choix coup de cœur. Enfin, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié dès la première lecture. Donc, Est-ce qu'il y a des livres comme ça dont on se dit notre vie n'est plus tout à fait la même après qu'avant? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont changé un peu? Oui, Ambre? Oui, justement, ce livre-là, oui. Par exemple, ouais. Rania? Celui-ci aussi. Alors, ouais. Vraiment, on a l'impression après ma lecture, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait l'expérience de toute une vie plutôt que de juste avoir lu un livre et de pouvoir passer à autre chose. C'est ça, ça va plus loin que la simple lecture. Exactement. Vous étiez plus sceptique, Lilian? Non, du tout, je suis d'accord avec les filles. Il y a clairement des livres que j'ai lus qui m'ont... il y avait un avant et un après, vraiment, la lecture du livre. Ouais. C'est vrai, hein, il y a quelques livres comme ça, pas beaucoup. Non, pas tous, clairement pas. Mais, pas tous. Mais oui, en effet, il y en a qui changent. Voilà. Alors, on va commencer, on va aller carrément dans les livres. Alors, on va commencer avec vous, Rania Nui, avec donc Où passe l'aiguille de Véronique Mougin. C'est ça. Donc, Où passe l'aiguille est un roman de Véronique Mougin. Donc, c'est un roman, hein? Oui, c'est un roman. Paru en 2019 aux éditions J'ai lu. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'elle aurait pu en faire une biographie parce que c'était inspiré de la vie, des souvenirs de son cousin qui a réellement survécu à la de faits réels. Oui, voilà, c'est inspiré de faits réels. Mais elle a choisi d'accentuer ce côté romanesque de la vie tout simplement exceptionnelle de son cousin. Elle a choisi d'en faire un roman. Mais il y a un réel travail d'enquête. Elle le dit elle-même, elle a vraiment disséqué les archives. C'est rendu au camp de concentration. Il y a quelque chose, vraiment, il y a un travail important, très conséquent derrière. Et voilà, elle y raconte donc l'histoire de son cousin. Alors, ce cousin. Oui, voilà, il était adolescent, donc il était âgé de 14 ans, surnommé Tommy. Et voilà, elle raconte son parcours, le avant, le pendant et le après la déportation. Alors, on est dans la période de la guerre. Hein, oui, voilà, et ça commence au printemps 1944. Et après, on a tout. Et ça se passe alors, il me semble qu'il a été... Et ça se passe en Hongrie. En Hongrie, hein. Oui, voilà. Et je crois que il a été déporté, si je ne me trompe pas, au camp Dora Mittelbo. Et voilà, il a... C'est quoi? Il est juif? Oui, il est juif. D'accord. Oui. Donc, il est juif. Et c'est justement... je pense que c'est la façon dont se démarque
ce livre des autres récits et témoignages de guerre, c'est justement parce qu'il est présenté à travers le regard d'un adolescent. Un ado, hein. Oui, donc... un peu maladroit. Il est très désobéissant, très têtu, facétieux. Voilà, c'est quelqu'un qui drôle. Vraiment qui est têtu. Il est drôle, il est vraiment très drôle. Un peu décalé, quoi. Oui, voilà. Et c'est ce qu'elle disait d'ailleurs dans une interview. Ce n'est pas ce qu'on voit d'habitude, par exemple, avec ce qu'on a des enfants, des récits d'enfants de guerre, par exemple avec Anne Frank. C'est complètement différent. C'est quelqu'un qui n'écoute pas, qui a du mal à justement obéir, prendre les conseils. Voilà. C'est compliqué. Se ranger dans les voilà. normes, quoi. Mais justement, c'est ce qui lui permet d'incarner le mieux cette idée de guerre, d'opposition à l'autorité, autant gouvernementale que familiale, au brimade, à l'héritage, autant des passions que de la vocation. Parce que son père, justement, dans Où passe l'aiguille, est tailleur pour hommes. Alors, voilà. Pourquoi Où passe l'aiguille? Voilà. Donc, Où passe l'aiguille, parce que son père est tailleur pour hommes. Et il veut voir Tommy devenir tailleur à son tour, mais il refuse catégoriquement. Il veut devenir, entre autres, espion. Et à la fin, il se rend compte, ironiquement, que c'est la couture qui va lui permettre de survivre en camp de concentration. De sauver sa vie. Oui, voilà. Il recouse les uniformes, non, c'est ça? Exactement, voilà. C'est parce qu'en fait, ce sont les tailleurs qui sont le plus demandés, et donc ils voient donc ils sont pas forcément exterminés, quoi. Voilà, il voit autour de lui des médecins qui sont tués en premier, et entre autres, et lui, avec son père qui sont tailleurs, ils réussissent à... son père lui dit, la couture, c'est ce qui le nourrit et l'habille. Donc, ça lui permet d'avoir toujours un uniforme propre, sans trou, voilà. Et aussi, il arrive à l'échanger contre d'autres choses au marché noir. Donc, c'est ce qui lui permet de survivre. Et j'avais lu quelque part une critique qui disait justement que la couture dans ce livre, c'était un peu le fil rouge de son histoire, de la vie de Tommy, parce que vraiment, c'est ce qui va le suivre après le camp de concentration, et qui va lui permettre d'apprécier la vie, parce que ça va devenir une passion pour lui, et une passion qui va être beaucoup plus puissante que celle de son père. Donc parce voilà. que le roman va jusqu'à quelle époque? Alors, parce que Tommy a vécu longtemps. Oui. Il a vécu vraiment très longtemps. Par contre, ils étaient très contents, il me semble, j'avais lu, il était très content pour Véronique Mougin d'avoir publié ce livre, mais qu'il a refusé de l'accompagner dans ses recherches quand elle a voyagé. Ah oui, il ne voulait pas parler. Non, il ne voulait pas voyager, il ne voulait pas retourner là-bas, il a dit c'est fini. Oui, ça se comprend, bien sûr. Oui, il a accepté de raconter, mais sans plus. Donc voilà. Mais et donc c'est vrai que c'est un roman extrêmement fort, quoi, parce que ça nous plonge dans cette période terrible, oui. avec en effet un personnage qui va s'en sortir. Il y a de l'humour. Il y a de l'humour. C'est justement ça. C'est ce qui m'a plu vraiment dans ce livre, c'est déjà le style d'écriture de Véronique Mougin, et la manière dont elle a réussi à, notamment parce que nous n'avons pas seulement le point de vue de Tommy, bien sûr c'est le narrateur principal, mais il y a aussi beaucoup de passages qui sont racontés entre les chapitres, donc par la perspective des personnages qu'il rencontre tout au long de son parcours, et donc ça nous permet d'avoir une sensation de densité de la vie de Tommy. De témoignage. Exactement, on voit vraiment que c'est quelque chose de réel, et que les émotions que ça nous fait ressentir, c'est la réalité, en fait. Vous disiez justement, ça aurait pu être un récit, et c'est un roman. Qu'est-ce qui en fait un roman, justement? Il y a des choses qui sont inventées, qui sont... Alors bien sûr, c'est compliqué pour elle de tout décrire décrire les pensées, bien sûr, des personnes qu'elle a rencontrées par son cousin avec précision. Donc elle se permet aussi c'est moins d'inventer plusieurs choses, il s'agit plus d'accentuer. De rentrer dans la vie des personnages. Exactement, voilà. Mais c'est complémentaire. Oui, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas pu... Mais tout a été... il me semble, elle a dû demander, bien sûr, la cohérence. Mais ça rend souvent l'histoire plus vraie que Exactement, que le récit. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ouais. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Rania. On continue avec vous, Lilian Le Marchand. Alors, la plus secrète Mémoire des hommes.
des hommes. En effet. C'est un beau titre déjà. Hein. Oui, déjà le titre est extrêmement... Je l'ai beaucoup aimé, c'est ce qui m'a aussi interpellé la première fois que je l'ai vu. Et donc c'est le prix Goncourt de 2021, il a été publié la même année. C'est un roman qui suit Diegan, c'est un auteur qui a publié récemment, enfin ça se passe en 2018, il a publié récemment un recueil de poésie, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle L'anatomie du vide. Et en faisant des recherches pour ses études, il trouve un traité de littérature qui parle de T.C. Eliman, c'est un auteur sénégalais, sachant que Diegan vient également du Sénégal, qui a écrit, lui, Le labyrinthe de l'inhumain, qui a été publié en... Moukassa est sénégalais. Hein. Oui, si je dis pas de bêtises. Oui, non, il est sénégalais. Et donc, du coup, voilà... Et ensuite, après, ce roman, Le labyrinthe de l'inhumain, a totalement disparu parce qu'il a été, vraiment totalement disparu. Il reste un exemplaire mais voilà, je dirais pas plus, qui circule un peu de main en main et voilà. Parce que ce roman a fait scandale en fait à sa sortie en 1938, notamment déjà par rapport au racisme de l'époque, mais aussi parce que ce roman reprend ouvertement des phrases d'autres romans et même oui, alors si c'est une vraie œuvre, si c'est plagiat, si c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Exactement. Voilà, et c'est pas très une bien. des thématiques qui m'a beaucoup intéressé dans ce roman. C'est la recherche de la... Tout à fait, c'est d'avoir cette limite entre la référence, la référence et le plagiat, et ce qu'on considère comme étant de l'intertextualité ou vraiment un plagiat pur et dur. Et donc, du coup, Diegan va vraiment... l'auteur a lui aussi totalement disparu de la scène littéraire dès que son roman a fait scandale, et donc Diegan va partir dans le monde entier à la recherche sur les traces de l'auteur pour trouver des réponses aux questions qu'il se pose, parce que ça fait vraiment des années qu'il a entendu parler de ce livre et qu'il veut l'avoir, mais qu'il n'arrive pas à le trouver vu qu'il est vraiment nulle part. Et donc donc ça, comme dit, ça traite beaucoup de la limite entre l'intertextualité et le plagiat, mais ça parle aussi beaucoup évidemment de racisme, d'immigration, du rapport avec le pays d'origine et la famille quand on est dans un pays totalement différent de nos parents. Et ça parle aussi beaucoup de l'impact de la colonisation sur les pays africains, notamment du côté de la langue, l'imposition. Le fait que le français soit imposé, tout ce genre de choses. Et ce que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé avec ce livre, c'est qu'il est particulièrement déconcertant, mais il reste vraiment très très captivant aussi en même temps. Personnellement, j'ai vraiment eu... Il y a l'enquête aussi. C'est aussi ce qui est... Ça rejoint un peu le livre... sur la création, au fond. Oui, exactement. C'est ça, c'est le mystère de la création aussi, derrière tout ça, et de l'œuvre littéraire aussi. Parce que justement, c'est aussi une des thématiques de ce livre est aussi de savoir ce qu'on fait une fois qu'on a vraiment réussi à publier le livre sur lequel on travaillait, et est-ce qu'on continue ou est-ce que on arrête. Et ça c'est quelque chose qui me parle aussi, évidemment. Mais oui, donc voilà, on sent qu'il y a vraiment un très très gros travail dans le style, dans la forme du roman, dans la conception du roman lui-même, et dans le personnage principal aussi, qui est particulièrement attachant, et ce qui aide vraiment à le rendre attachant et à nous faire nous identifier à ce personnage, c'est qu'il est le narrateur aussi du livre. Oui, absolument. Et donc, voilà, c'est... En soi, personnellement, quand j'ai lu le livre, j'ai compris pourquoi il avait gagné le prix Goncourt dès le premier tour. Vraiment, dès le début, je me suis dit, ça c'est... On sent que... Je sais plus contre qui c'était, je sais plus qui y avait en 2021. Je sais que cette année, ça a été très serré et ça a été contesté. Mais en 2021, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de contestations. Mais non, il a été élu au premier tour, dans tous les cas, donc à l'unanimité. Pratiquement, près en tout cas, mais il a été vraiment très, 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 très populaire dès le début. Et franchement, en ayant lu les livres, je comprends pourquoi. Les uns les autres, vous
vous aimeriez vous destiner à une carrière d'écrivain, hein, vous aussi. On espère. Un prix comme ça, parce que Bougassar n'était pas très connu hein, quand il a eu le Goncourt. Vous en rêveriez comme ça d'avoir un prix comme le Goncourt? Évidemment, je pense que c'est un peu la concrétisation de la carrière en soi. Oui, la reconnaissance d'abord. Oui, exactement. Parce que c'est des pairs. Je pense que je parle aussi pour les filles en disant que c'est vraiment un vrai travail qui vient derrière la création. Bon, merci beaucoup. Donc la plus secrète mémoire des hommes. Et on va passer avec vous, Ambre de Benay, à ce livre qui s'appelle Le pavillon des enfants fous de Valérie Valère. Oui. C'est chez... du coup, c'est chez les éditions Stock. Stock. Voilà. Oui, mais c'est important de dire parce que... Oui. Là, il y a eu des problèmes avec les éditeurs, justement, pour ça. Parce que je crois qu'elle l'avait proposé à beaucoup d'éditeurs. Oui, elle a eu de nombreux refus, en fait. Ils ne voulaient absolument pas l'éditer. Voilà, qu'il a pris finalement. Voilà, alors, allez-y, pardon. Donc déjà, Valérie Valère, il faut savoir que c'est un pseudo. Elle s'appelle en réalité Valérie Samana. Et en fait, elle est née en 1961 et elle est morte en 1982, assez tragiquement. Elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée complètement. En fait, elle ne voulait pas du tout vivre. Et c'est justement, en fait... 21 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est le roman, en fait, son autobiographie de cette partie-là qui l'explique. Puisqu'en fait, elle a passé 2 ans en hôpital psychiatrique pour anorexie mentale. Et en fait, elle en est ressortie extrêmement traumatisée. Elle écrit... était internée dans un pavillon de fous, quoi. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, et en fait, elle en ressort... D'enfant pour enfant. Oui, elle en ressort comme ça, vraiment marquée. Elle avait 13 ans, quoi. Elle avait 13 ans quand elle a été internée, et 2 ans plus tard, elle en sort. Assez... difficilement, il faut le dire, c'est lourd à lire à certains moments. On sent vraiment toute tout ce cri du cœur, cette détermination qu'elle a en fait à ne pas vivre du tout. Elle refuse de s'alimenter, elle veut pas. Et en fait, c'est même dès les premiers chapitres où on sent qu'il y a une ambiance assez particulière. Mais c'est moi ce qui m'a beaucoup captivée, surtout, ça a piqué ma curiosité. J'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu savoir comment ça se terminait. Et en fait, à la fin, on se rend compte que la partie n'est pas tout à fait gagnée d'avance. Oui, on sent... Oui, alors, est-ce qu'on sait aussi qu'elle est morte? Peut-être que ça joue dans la façon dont on le lit? Oui, je pense que ça on le sent. Enfin, moi, je l'ai découvert après, parce que je ne savais pas à la lecture du tout, en fait. Donc, je pensais qu'elle s'en était sortie, et quand je l'ai appris, je me suis dit, tiens, c'est pas tout à fait anodin, finalement, quand on lit et qu'on découvre ça. C'est vrai que c'est... Voilà, Parce que ce livre, elle le publie, elle a quoi, 18 ans, non? Oui, à peu près, je crois qu'elle est dans ces âges-là. Mais c'est surtout qu'elle parle donc de la violence hospitalière. Oui. Beaucoup de cruauté, Enfin, c'est très forcé. Pourquoi elle est internée dans ce pavillon des fous? Parce qu'elle refuse de manger. Elle veut mourir, en fait. Son but, c'est... Elle ne veut pas vivre. Elle refuse. Quoi. Et elle a une anorexie mentale. Et c'est pour ça qu'elle veut pas. Et que sa mère, en fait, la colle, entre guillemets, dans cet hôpital. Et en fait, elle va toujours refuser. Elle va même, justement, montrer aussi le monde des hommes très cruel, même au niveau de la parentalité, en fait, où elle considère que sa mère est un monstre, de ne pas la comprendre, de ne pas vouloir, en fait, la laisser mourir, de respecter son souhait, en fait. Sa mère veut qu'elle vive. Hein. Et voilà, c'est toujours très compliqué, en fait. Il veut forcément le voir vivre. De vouloir la laisser mourir. C'est ça, exactement. Il y a forcément une non-communication absolue, une incompréhension totale entre les parents et l'enfant. Enfin, c'est ça. C'est vrai que c'est un destin absolument tragique. Je crois qu'il y a une biographie. Oui, qui a été écrite par Isabelle Claire. Qui a écrit, je crois, Un seul regard m'aurait suffi. C'est exactement ça. C'est un seul regard m'aurait suffi. C'est un très beau titre. Oui, c'est magnifique. Parce que oui, un regard et une compréhension. C'est ça. Tout est dans le titre, en fait. On comprend qu'elle aurait juste eu besoin qu'on la voit telle qu'elle était, en fait, et pour comprendre ce qu'elle avait voulu. Mais elle a aussi joué dans 2 longs métrages. Oui, c'est vrai, elle a fait du cinéma. L'un dans Pierrette de Guy Jaurès et ensuite dans Équilibre de Marion. Alors, désolée si j'écorche le nom, mais c'est Hercel, je crois. Ouais. Mais voilà, et puis elle a quand même publié oui, c'est ça. d'autres œuvres, donc elle a vécu. Ce qui fait cette fin encore plus tragique, c'est dire qu'elle a été totalement incomprise pendant sa petite adolescence, si on peut dire, et cet internement à 13 ans, mais elle commençait à avoir du succès.
à 20 ans, quoi. Enfin, oui, 21 ans, quand elle s'est suicidée, elle était une écrivain reconnue. Dans le monde des écrivains, oui, justement. Enfin, dans tout cet univers un petit peu, je dirais pas fermé, mais en tout cas, elle était très reconnue et on lui promettait une carrière brillante. Et en fait, sa carrière s'est arrêtée du moment où elle s'est suicidée. Elle s'est dit, bah non, en fait, moi, je ne veux pas. Ouais. Et dans les thèmes, enfin, on parlait justement de la Shoah avec le livre, c'est plutôt la création, enfin, mais aussi la censure. Enfin, il y a aussi ça hein, dans le roman. Vous, c'est une adolescence étouffée. C'est des thèmes qui vous tiennent à cœur. Comment s'est fait le choix justement de ce thème? C'est parce que c'est des lectures, c'est les lectures en les regroupant que vous dites il y a ce thème-là, quoi. C'est peut-être ça, tout simplement. Mais... Oui, c'est ça, mais en même temps, c'est l'enfance. Enfin, le thème de l'enfance en littérature. Et l'enfance, oui, qui est le thème des deux livres. Hein. Oui, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, l'ouverture de ce sujet-là, du rapport de l'enfant aux parents et un peu de la désacralisation de l'image du parent et de ce qu'il peut apporter. C'est un thème qui est devenu plus populaire en littérature, j'ai l'impression, et c'est important d'en parler. Les recherches que vous menez actuellement, c'est sur quoi ? Alors moi, je fais un mémoire de recherche et de création littéraire sur la création d'une œuvre totale en littérature, dans le sens wagnérien, en utilisant des procédés musicaux et picturaux en littérature. D'accord. C'est génial. Et vous ? Moi, je suis complètement aux antipodes, en fait. Moi, je travaille sur le jeu vidéo. Ah, tiens. Oui, et je veux rentrer dans cet univers-là aussi. Moi, c'est en fait la lecture d'un jeu vidéo qui s'appelle Alice Retour au Pays de la Folie, qui est un jeu assez violent et assez moralement difficile à voir. Souvent, les jeux vidéo, oui. c'est compliqué. Souvent, oui. Mais voilà, ça parle aussi beaucoup du deuil, de la folie, donc pure, de la reconstruction personnelle aussi, et comment le personnage avance. Et c'est comme ça que je l'étudie, en fait. Donc on peut faire une analyse littéraire d'un jeu vidéo. On peut en faire, mais ça va dépendre aussi beaucoup du jeu et de sa structure, en fait. Comment il est fait, comment il est raconté, qu'est-ce qu'on veut en montrer aussi. Mais on peut voir beaucoup d'idées. Moi, je travaille beaucoup plus sur l'axe psychologique. Donc je me suis beaucoup documentée là-dessus, et ça rejoint un petit peu justement la psychologie que peuvent avoir les personnages dans certains livres, et dont Valérie Valère, pour comprendre un petit peu pourquoi aussi... Elle a vécu ça, pourquoi il y a des choses qui se déclenchent ou qui se résorbent, ça dépend. Lilian, vous travaillez sur quoi ? Moi, je travaille sur la littérature médiévale, notamment sur les narrateurs dans un roman médiéval qui s'appelle le roman des 7 sages de Rome. Et tout comme les filles, je fais aussi une création à côté où mon but est de créer un roman qui contient plusieurs récits, ce qu'on retrouve aussi un petit peu d'ailleurs dans la plus secrète mémoire des hommes, et où justement le personnage principal se met en scène dans des réécritures de récits médiévaux pour... oui, donc il y a un travail de création en plus, hein, comme vous. Hein. Et... J'ai oublié de le préciser aussi, mais j'ai aussi un travail de création, moi, qui porte du coup sur la création d'un jeu vidéo, mais littéraire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phrases, en fait. Ce sont des choix. C'est un petit peu tiré des livres dont on est le héros, en fait. Bravo. Bravo, parce que, alors, puis vous viendrez dès que c'est publié, hein, vous viendrez nous en parler. D'accord. Et puis on se revoit très vite, voilà, pour d'autres émissions, si vous avez des livres coup de cœur dont vous avez envie de parler, ou des gens que vous voulez, des écrivains que vous voulez interviewer, on fait ça avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à tous les trois, et très vite pour un nouveau numéro de Yves Livre.